Bleuette, bonjour. Bonjour Johan. Jean-Raymond, bonjour. Bonjour Yann. Déjà, vous m'avez fait l'honneur d'accepter cette interview. On va commencer par toi, Bleuette. Avec plaisir, oui. Est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer rapidement ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors mon parcours, brièvement, j'ai suivi un cursus universitaire classique. Et un beau jour, je me suis rendu compte peut-être que tout ce qu'on m'avait appris sur les bancs d'université n'était peut-être pas forcément l'unique vérité qu'il pouvait y avoir. Il y avait peut-être d'autres pistes de réflexion à suivre. Et un beau jour, j'ai eu un accident assez grave qui m'a peut-être permis de remettre un petit peu tout ça à plat. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de... Je savais que de toute façon ma carrière ne pouvait pas continuer telle qu'elle était. Et j'ai décidé d'écrire des essais, des romans, des choses comme ça, mais surtout des livres pour peut-être réécrire l'histoire d'une autre façon, avec un autre regard, une autre façon d'explorer toutes ces pistes de réflexion que j'avais envie d'aborder, et notamment la jeunesse de l'humanité et des civilisations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel est ton axe de recherche par rapport à la genèse de nos civilisations? Mon axe de recherche, alors je pense que de toute façon, à l'heure actuelle, il fallait en passer par l'archéologie, ça c'était évident. Bien sûr la paléontologie, mais pas seulement. Je ne voulais pas me cantonner à une spécificité. Je voulais vraiment aborder plusieurs sujets et plusieurs façons d'aborder l'histoire, et notamment la génétique, parce que ça me paraissait évident. Mais j'ai voulu confronter toutes les sciences appliquées modernes au mythe, et vraiment non seulement le mythe, mais tous les textes fondateurs qui me paraissaient vraiment être les témoignages de nos ancêtres, ni plus ni moins. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à parler du premier temple de l'humanité, Göbekli Tepe, et de parler maintenant dans mon dernier livre de la genèse de l'humanité, c'est-à-dire vraiment le jardin d'Éden qui est dans la Bible par exemple. Et j'ai confronté donc ces textes fondateurs, la Bible, les mythes, avec la science appliquée à l'heure actuelle, et voir un petit peu, c'est pour ça que je l'ai appelé le tout dernier, à la lumière de la science, parce que justement, ça, je sais pas, voir si en confrontant la science avec les témoignages de nos ancêtres, si on pouvait avoir des corrélations, se dire ça colle ou ça colle pas. Est-ce que tu pourrais me parler de ta rencontre avec Pietro Buffa et Mauro Biglino tu m'as dit, qui t'ont beaucoup apporté aussi dans... Oui, tout à fait. Alors, pour en parler brièvement, Mauro Biglino, c'est un philologue, il travaillait pour le Vatican, il faisait des explications de tous les textes hébreux, et notamment pour la Bible. Et Pietro Buffa, c'est un docteur en biologie moléculaire, un généticien donc, qui est vraiment particulièrement calé dans son domaine. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un de mes amis, qui s'appelle Pascal Fechner, que beaucoup connaissent, qui est directeur du MUFON, qui m'a dit, mais Bleuette, il faut absolument que tu lises Mauro Biglino, c'est vraiment formidable ce qu'il fait, il est un peu comme toi. Alors j'ai commencé à lire un de ses livres, et puis j'ai eu la chance, comme ça, de pouvoir lui parler, lui écrire, et puis il m'a répondu très très gentiment, et de fil en aiguille j'ai rencontré Pietro Buffa, parce que Pietro Buffa et Mauro Biglino ont écrit des livres ensemble, et voilà, ça s'est très très bien passé, on a pu discuter, et puis je me suis vraiment fait amie avec Pietro Buffa. J'ai eu vraiment un élan d'amitié, parce qu'on a la même façon d'aborder les choses. Lui par la génétique, moi davantage par la paléontologie, mais comme j'avais déjà pas mal étudié la génétique, puisque là vraiment en autodidacte, puisque j'adore ce qui touche à la biologie moléculaire, et vraiment on s'est rendu compte vraiment une chose absolument incroyable, c'est que par deux biais parallèles, on arrivait au même point. On arrivait au même point, on ne s'était pas concerté, et on arrivait au niveau de des conclusions par rapport à l'humanité, par rapport
bon, on va dire carrément à l'hybridation génétique, hein, puisque nous pensons que très certainement l'espèce humaine n'est pas une espèce entièrement naturelle, c'est-à-dire qui a suivi un processus naturel d'évolution, que l'espèce humaine a reçu un petit coup de pouce, un ou plusieurs. Et bien tous les deux, on en est convaincus grâce à nos travaux respectifs et on est arrivé aux mêmes conclusions alors qu'on ne se connaissait pas. Et voilà, donc on est devenus amis de cette façon-là. Et au mois de novembre dernier, ça a été la cerise sur le gâteau. Je les ai rencontrés tous les deux au talk show de Turin. Donc on était invités donc à cet événement et là j'ai pu discuter avec eux et ça a été vraiment extraordinaire. Et quels sont tes projets à venir pour aller un petit peu plus loin dans ce sens-là? Alors mes projets à venir, alors là j'en ai plusieurs. Donc bien sûr, on va continuer d'écrire puisque j'ai écrit en ce moment un livre qui s'appelle OGM Homo sapiens. Et là, Pietro Buffa devrait intervenir en écrivant quelques chapitres dans ce livre. Et à côté de ça, bon, j'ai d'autres projets d'écriture, hein, notamment un thriller sur Jack l'Éventreur, vraiment rien à voir, mais bon, c'est un projet. Et j'ai aussi des projets de voyage avec Demian, que beaucoup connaissent. Et voilà, donc on va aller en Turquie du 7 au 14 octobre. Donc s'il y a des gens qui ont envie de venir, il y a encore des places de libre. Donc du 7 au 14 octobre. Et ensuite, chaque année, comme ça, Demian nous propose des voyages. Donc l'année prochaine, c'est la Sardaigne et Malte. Et voilà, donc moi je vais participer à ces voyages en tant qu'historien pour pouvoir décrire un petit peu les lieux, voilà, les grottes rupestres, c'est pour avoir les sites archéologiques, etc. Donc voilà, c'est mes projets pour l'avenir. Alors j'aimerais que, si tu veux bien, nous parler du film Le Tertre Sacré et de ta rencontre avec Jean-Raymond Binet, qui est là, ici présent. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment vous êtes rencontrés et il va nous le dire aussi, oui. Mais on s'est rencontrés d'une façon un peu burlesque, on va dire, parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour ne pas le nommer. Et voilà, donc je m'étais inscrit dans un groupe, et puis il était co-administrateur du groupe, et donc la dame qui administrait le groupe me disait, oui, mais tiens, ça serait bien que tu parles un peu de tes livres, faire un petit peu de publicité sur notre groupe, ça serait super. Et puis voilà, et Jean-Raymond ne le savait pas, et il m'a un petit peu éjecté du groupe, on va dire, en disant on ne doit pas faire de publicité sur le groupe. Voilà, on s'est rencontrés comme ça, et puis après, bien sûr, de fil en aiguille, on a discuté un petit peu tous les deux. Et c'est là qu'il m'a proposé en me disant, Belzette, je suis très intéressée par ce que tu écris, et j'aimerais beaucoup faire un documentaire sur ces sujets-là. Bon, j'ai un peu hésité, je dois dire que c'est une aventure toute nouvelle pour moi. Faire un documentaire, faire un film, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est un pari fou. Hein. C'est un pari fou, ouais, exactement. Je n'étais pas préparé à ça, on se lancer un défi, parce qu'on aimait bien se lancer des défis quand même. Oui, c'est vrai, c'est un défi. Voilà, c'est un défi. On a été un peu branchés sur le même sujet. On verra bien. On verra bien, c'est-à-dire que l'avantage c'est qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et puis qu'on n'avait pas envie de demander d'argent. On n'avait pas beaucoup de moyens. Juste les idées et l'envie, voilà, c'est pas l'idée de pouvoir... C'est vrai qu'il faut beaucoup d'argent généralement pour faire un film, et nous on s'est dit on va essayer de le faire, mais de tout faire par nous-mêmes. Bon, c'est vrai qu'on a la chance que Jean-Raymond il compose des musiques, donc il a pu composer des musiques du film. Donc moi j'ai écrit le scénario par rapport à mes recherches. Et puis bon, il a fait les montages, et on avait toute une équipe un petit peu avec nous, des acteurs qui ont été bénévoles, l'épouse de Jean-Raymond qui a fait les costumes, qui a fait plein de choses, qui nous a... Voilà, on a l'identique de ceux existants. On a fait beaucoup de choses avec une équipe de passionnés, puis on s'est marré, hein, on a bien rigolé. Et on a fait quand même un film qui est vraiment... que tu as vu d'ailleurs. Que j'ai vu, oui, et qui pour ma part je trouve sert vraiment d'introduction pour toute ton œuvre. Et les deux sont vraiment très complémentaires. C'est vraiment ça pour les... Ah ben voilà. C'est très complémentaire, et puis oui, c'est-à-dire que le film en lui-même, on va dire, c'est une... je dirais pas un résumé de mes travaux parce que j'aborde d'autres thèmes que ceux, mais là on est vraiment dans la concentration de tout ce qui peut toucher l'hybridation génétique. Donc voilà, par rapport
d'ailleurs L'évolution, la conférence qu'on va faire sur l'évolution, mais une évolution un peu particulière hein, quand même, hein, parce que moi, je veux bien dire que je ne rejette absolument pas l'évolution de Darwin. Hein, donc voilà, hein, je ne suis pas complètement taré, je sais très bien que l'évolution existe. Mais savoir si notre espèce est simplement le résultat de cette évolution naturelle, ou si il y a un petit coup de pouce, une main intelligente qui a guidé notre lignée, voilà. une combinaison des deux. Voilà. C'est cette partie-là qui m'intéressait, c'est un peu cette folie d'aller chercher vraiment les réponses là où on ne devrait pas les chercher parce que c'était surtout pour Bleuette, c'était beaucoup plus dangereux pour elle et sa réputation, sa renommée, puis enfin, moi j'étais déjà grillé. Il a fait déjà grillé. Bon, alors un peu plus, un peu moins. Voilà. Non, mais j'ai bien aimé le regard de Jean-Raymond sur sur mes travaux. Parce qu'il avait ce regard un peu irrationnel, mais pas complètement illuminé. Il est loin d'être un illuminé. Il a les épaules solides. Quand il vérifie les choses, il est sensé dans ce qu'il dit, mais il a toujours ce regard un peu plus ouvert. Parce que c'est vrai que le monde scientifique, bien sûr, c'est normal. De toute façon, la science, elle doit être étayée avec des preuves très, très solides, etc. Mais justement, peut-être trop. La science est peut-être souvent frileuse et j'avais besoin de quelqu'un qui ait une ouverture d'esprit plus grande. C'est ça. Et c'est ce que c'est-à-dire que tu as eu aussi le courage d'écarter tout ce que tu as pu apprendre jusqu'à maintenant, enfermé dans un dôme universitaire, avoir des œillères, il faut savoir les ouvrir, les lâcher et savoir regarder tout autour. Et c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ah oui, ça a été vraiment très dur. Très très dur. Chaque fois qu'il m'a fallu passer un palier supplémentaire, je me mettais des freins à moi-même. Je me disais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il fallait vraiment que je cherche des preuves pour me conforter moi-même. Et au fur et à mesure, j'ai écrit, puisque j'ai terminé la trilogie de la jeunesse de l'humanité avec ces 3 volets, à chaque fois, je sautais sur ma chaise en me disant mais c'est pas possible, mais ça tient la route. Tu sais que c'est comme je te disais tout à l'heure, hein, pour moi, l'histoire, cette histoire ancienne qu'on connaît mal, puisque c'est avant l'écriture, hein, c'est comme un puzzle dont toutes les pièces sont à l'envers, retournées, toutes dans le désordre. Et pour moi, il est évident que si on retourne ces pièces et qu'elles s'emboîtent toutes à la perfection, je pense que là, je ne dis pas qu'on tient la vérité à 100%, parce que personne ne la détient, je ne suis pas tout sûr de la détenir, mais je me dis, tout est cohérent. Voilà, toutes les pièces s'emboîtent avec harmonie. Donc, et quand je regarde, je lis des livres scientifiques qui donnent des thèses qui sont admises par la communauté scientifique, je ne trouve pas que toutes les pièces s'emboîtent. Il y a beaucoup d'incohérences les unes avec les autres. Alors que dans la théorie qu'on essaye de soutenir, qu'on défend, on a beau dire, les pièces s'emboîtent très bien. Je suis désolée, mais ça s'emboîte. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as émis l'idée de pouvoir travailler en synergie avec des chercheurs, avec des fils conducteurs. J'ai très rarement entendu ça et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu en es venu à cette réflexion et comment tu vois les choses? Alors j'en suis venue à cette réflexion parce que justement, au niveau de la science maintenant, bon c'est vrai que les scientifiques maintenant commencent à essayer vraiment de comprendre une autre discipline. C'est-à-dire que ne pas s'enfermer dans sa propre discipline, mais s'ouvrir aux autres pour arriver à mieux comprendre les choses. Parce que, par exemple, je parle de mon sujet, au niveau de l'archéologie ou la paléontologie, on a besoin d'autre chose. Ça ne suffit pas en soi. Il faut aller vers la génétique. Il faut aller vers la biologie moléculaire, il faut aller vers même la géologie, je dirais pratiquement. Moi, j'ai même appris des bases de l'astrophysique, par exemple. Parce que tout devait s'emboîter. Et si on se cantonne à un sujet trop précis, le malheur c'est qu'on passe à côté de certaines autres choses. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te disais, il serait vraiment bien de fonder une sorte de collège où on ait toutes sortes de disciplines pour pouvoir confronter les travaux des uns et des autres pour aller plus loin justement. C'est vraiment l'idée principale. Pour moi, c'est une évidence. Est-ce que, Jean-Raymond, tu as des projets qui vont dans ce sens-là, par rapport à des réalisations
Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est trop tôt? Trop tôt? Oui, mais bon, c'est vrai que ça rejoint un peu la continuité de ce que fait Bleuette, moi dans un autre domaine. Un domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est le cerveau. Oui. Et donc j'ai un projet aussi là-dessus, de montage, mais aussi de conférences, parce qu'on devait en débattre. Mais on va en débattre. On va en débattre, d'ailleurs, alors c'est décalé. On va refaire annuler, quelque chose décaler. aussi. Et c'est vraiment très intéressant de parler de la matière noire, l'énergie noire, voilà, la corrélation entre l'univers, les univers, notre cerveau, voilà, les possibilités de vraiment passer. Donc ça pourrait nous en parler. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour voir que nos anciennes civilisations finalement maîtrisaient peut-être mieux que nous ces sujets et qu'aujourd'hui on ne fait que redécouvrir peut-être un petit peu avec les outils modernes? Est-ce que... Oui. Totalement. Pour moi, c'est une évidence. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait une dame qui ne connaissait pas ces sujets. Je parlais du pétrole. Du pétrole, donc en Mésopotamie, du pétrole. Et une dame qui me dit, mais enfin, c'est complètement aberrant de dire des choses comme ça, c'est de la folie et tout. Alors que, voilà, c'est-à-dire, ça prouve à quel point les gens ne savent pas tout ce que nos ancêtres connaissaient. C'est vrai qu'à Sumer, il y avait quand même 9 mots pour parler du pétrole, donc ils connaissaient très très bien le calfatage des bateaux, ils connaissaient la foi, etc. Ça, c'est un exemple pour dire à quel point on n'a fait que réinventer plein de choses comme ça. Pour moi, c'est une évidence. Le temps d'expliquer tout ça, mais c'est absolument évident. Mais moi, là où je vais encore plus loin, c'est qu'en parlant d'hybridation génétique, je pense que, bon, moi je soutiens bien sûr la théorie des anciens astronautes, voilà, qui dit que voilà, nos enseignants seraient venus de notre planète, ils seraient arrivés, ils nous auraient aidés. Donc voilà. Mais je me rends compte dans les textes, je me rends compte dans tout ce qu'ils ont pu faire, le nombre d'erreurs qu'ils ont fait. Parce que non seulement ils nous ont apporté l'enseignement, ils nous ont apporté l'agriculture, pour moi il est évident qu'ils nous ont apporté tout ça, mais ils ont fait énormément d'erreurs. Des erreurs qui leur auront peut-être même coûté la vie, à mon avis, parce que je pense qu'on parle de guerre fratricide dans les... Donc je pense qu'ils se sont pratiquement éliminés les uns les autres. Et je pense que peut-être il serait important de bien comprendre les erreurs du passé pour nous ne pas les recréer. Parce que nous, à l'heure actuelle, je suis persuadée que même génétiquement parlant, on est en train de reproduire exactement les mêmes erreurs. D'ailleurs, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais on a par exemple en Chine ces 2 petits bébés chinois qui sont arrivés, qui ont été génétiquement modifiés. Ils disaient oui que c'était pour combattre le sida. Ok, mais maintenant on se rend compte, là quand on lit le truc, que le problème c'est que ça va écourter leur vie. Peut-être bien d'une dizaine d'années si c'est plus. Et ils vont avoir des tas d'autres problèmes, parce que quand on modifie un gène, on modifie automatiquement tout un tas d'autres gènes. On joue les apprentis sorciers. Ah oui, non mais tout à fait. Et on est en train de jouer les apprentis sorciers, et ça va nous coûter cher. Est-ce qu'il ne nous manque pas de l'éthique, justement, par rapport à... Est-ce qu'on ne joue pas à l'apprenti sorcier par rapport à ce qu'on maîtrise comme outil? Est-ce qu'on n'est pas des adolescents avec un jeu d'adulte, avec des outils d'adultes? Exactement, c'est-à-dire l'espèce humaine, quand on regarde bien, on est à la fois blanc et noir, parce que c'est vrai qu'on est extraordinaire, on a inventé l'écriture, on a inventé les mathématiques, la philosophie, l'art, on est absolument extraordinaire pour ça, voilà, on est la seule espèce pour... Mais d'un autre côté, on produit des déchets à n'en plus finir, l'anthropisation a fait qu'on a dégradé les sols, on a abîmé notre planète, on est en train, de toute façon, de scier frénétiquement la branche sur laquelle on est assise, puisque là, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc on est capable du meilleur comme du pire. Mais je pense que nous sommes une espèce particulièrement immature. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'on a été doté trop vite et trop brusquement, très certainement, de capacités qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'est pas capable de maîtriser pleinement. On a peut-être, au niveau technique, on est capable de faire des choses extraordinaires, mais on n'a pas la sagesse pour empêcher de détruire notre propre planète. Et je pense que nos géniteurs, entre guillemets, ont fait la même erreur. Et que nous, on est en train de la reproduire. Voilà, ça, j'en suis persuadée. Est-ce qu'on a les capacités, justement, d'aller vers plus de sagesse pour pouvoir nous faire évoluer? Est-ce que tu penses qu'on est... Est-ce que vous pensez tous les deux qu'on en est capable, notre espèce?
peut-être dans l'hybridation, est-ce que ça fait pas partie des gènes qu'on devrait peut-être je pense qu'on a été conçu pour arriver à un certain niveau. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps matériel? Je pense que potentiellement, oui, je pense qu'on est capable d'avoir la sagesse, parce que maintenant on a quand même, je pense que les gens en règle générale se rendent compte de ce qui se passe. Je ne sais pas si on arrivera à enrayer le processus qui est en train de se passer par rapport à la destruction de notre propre planète, par exemple la destruction des abeilles. Est-ce qu'on arrivera à stopper les pesticides à un bon moment? Je ne sais pas. Mais on en aurait la capacité, à condition peut-être d'avoir du temps, puisque peut-être les prochaines générations vont pouvoir réagir peut-être à tout ça. Mais est-ce qu'on va avoir le temps? Non. Non. Ah ben voilà, toi tu es catégorique. Non, toi tu penses que non. Honnêtement, C'est pour bientôt. Donc, ouais. Ah ben, moi personnellement j'en sais rien. Peut-être que voilà. Le problème c'est que on évolue, on va trop vite, c'est-à-dire que tout évolue trop vite, la technique, nous on est en train de peupler la planète, tout va, hein, c'est vrai qu'on se multiplie de façon exponentielle. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Est-ce qu'on aura la capacité? J'en sais rien. Très sincèrement, j'espère que ça va pouvoir... C'est marrant, c'est un de mes projets chefs de film, moyen de réaliser le début et les premières simulations. Oui, c'est faire la synthèse. Ouais. Et ça c'est très important, mais bon, ça se situe à un endroit point géographique assez particulier. Pour ça prend beaucoup de moyens et de temps pour pouvoir le faire. Mais pour l'instant, c'est en état de... Quel serait l'objectif, en fait, le message qui serait derrière le film? Est-ce qu'il y a un message d'espoir qu'on peut... Même si, admettons, ça il y a une fin de civilisation, est-ce qu'il peut y avoir un renouveau? Oui, il y a un renouveau. Un renouveau? Ça suffit, oui. Ouais, mais maintenant, c'est pas parce que l'humanité, même si l'humanité disparaît, la Terre va pouvoir se remettre. Voilà, je pense qu'elle guérira, elle pensera ses propres blessures et elle arrivera à continuer. Mais n'empêche que bon, il y aura plein d'espèces qui vont disparaître, puisqu'on fait disparaître environ, je sais plus, si ma mémoire est bonne, 400 espèces tous les ans, je sais pas, ou tous les mois. Je sais plus, enfin c'est absolument aberrant. Mais voilà, c'est pas parce que l'humanité va disparaître que la Terre va disparaître. Hein. Je veux dire, on n'est pas le centre du monde. Je pense que nous... Exactement. Alors, est-ce que le renouveau se fera ici après, je veux dire, un début 10 Si on conclut que nos géniteurs ont réussi à venir sur notre planète, pourquoi nous on n'irait pas sur notre planète? Sur notre planète. Alors voilà, c'était le sujet du film. Les géniteurs reviennent chercher leur récolte. Voilà, différentes récoltes. Bon, les semences, que ce soit les graines, pourquoi pas semences animales et humaines, donc c'est limité mais peut-être pas si bête que ça. Oui, c'est de vraies questions qui sont posées à travers ces... Voilà, alors sujet, bon, je veux dire, on y est... Je pense que s'ils le font, c'est pas pour rien. C'est sur Svalbard, la Banque mondiale de céréales. C'est plus là-bas. D'accord. En tout cas, tout reste ouvert. Tout reste ouvert, puis il y a d'autres projets, bien sûr. Enfin, ça c'est toujours... on met ça de côté, puis on va voir, on va étudier la question. Il y avait pas mal de choses. Et je voulais aussi rassurer certaines personnes. Beaucoup attendent aussi un documentaire de notre part, de et moi, sur les Guanches. Les Guanches, on y travaille, mais c'est hyper long, parce qu'il manque des pans entiers de leur histoire. Mais en plus, ce que je pourrais dire, c'est que sur les Guanches, c'est un petit peu presque la suite du tertre sacré. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se complètent entre les deux. Alors on peut parler de migration, les fameuses migrations. On peut parler aussi cette similitude assez bizarre avec les Rhésus au négatif, situés sous ces îles et ailleurs. Bizarre aussi, les Pasquans aussi, il y a des choses assez... on avait donné une émission sur BTLV pour parler justement de ces cas particuliers. C'est vrai que c'est très intéressant, mais bon, on a beaucoup de projets l'un et l'autre, alors on le fera. C'est pas simple, voilà, c'est pas évident. Puis bon, tant qu'on n'a pas les informations, on ne peut pas balancer n'importe quoi.
D'où la nécessité de travailler en synergie avec différents chercheurs. oui, Ça exactement. permettrait d'accélérer les choses. Exactement. Alors, le message est suivant. Si les chercheurs pouvaient avoir cette ouverture d'esprit au câble web, on irait encore plus vite. Mm. Donc, on a tous Oui, besoin tout à fait. d'avoir Ouais, des appuis solides comme ça, parce que franchement, ça nous rassure, quoi. C'est dommage que malheureusement, moi, beaucoup de mes détracteurs, souvent qui n'ont même pas lu mes livres, souvent, mais on s'enferme dans des idées préconçues. Ils ont trop d'a priori. C'est pour ça que je veux dire qu'à la limite, il faudrait toujours se dire, voilà, ne rien croire sans preuve, mais se dire que tout est possible. Voilà, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, se dire, il y a plein de choses qu'on n'explique pas à l'heure actuelle. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas fermer la porte en se disant bah, ça n'existe pas. Non, je pense que voilà, on reste prudent, mais se dire voilà, il faut peut-être aborder d'autres choses, d'autres solutions. Se dire, moi je sais que je parle longuement dans mon essai numéro 3, là, dans celui qui vient de sortir, je parle de Derinkuyu, la cité souterraine de Cappadoce. Et je me dis, est-ce que c'est pas peut-être un abri anti-atomique? Anti-atomique. Alors justement, c'était le sujet de la conférence qu'on devait donner. Voilà. Oui. Et une grande conférence qu'on décale, qui aura lieu certainement septembre-octobre, on va définir la date. Mais là, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Mais une conférence gratuite, il y aura plus de 2 heures, voire 3 heures. Voilà. Ah oui, ça sera vraiment intéressant. Ouais. Et, voilà. Donc, alors, sur les abris anti-atomiques et sur les armes aussi, plasma ou les armes atomiques. Voilà, donc, mais ça peut paraître fou, mais pourtant, je veux dire, enfin, moi je consacre presque 6 chapitres dans mon livre, et c'est vrai que tout tient la route, comme je disais, tout s'emboîte avec harmonie. J'ai pas, même tous les problèmes géopolitiques qu'il y a à ce moment-là, les désastres écologiques qu'on va découvrir à ce moment-là, dans les tablettes cuniformes qui vont faire, il y a un silence pendant un siècle, il y a plein de choses qui me font dire, voilà, je pars pas au hasard en me disant tiens ça, voilà, je vais faire le buzz avec cette histoire, ça n'a rien à voir. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que quand je t'écoutais par rapport à cette reliance à plein de faits, tu vas pas chercher à les raccrocher les bouts entre eux, c'est les bouts en fait qui tombent à toi, et c'est ça qui est troublant. Ça vient à moi tout seul, quoi, voilà. Voilà, c'est ça qui m'a étonné. Je suis partie d'un simple petit truc, c'est un Tal El Hammam, c'est-à-dire Jéricho. Jéricho, Sodome, pardon, Sodome. C'est donc la cité de Sodome, la cité pécheresse qui va être détruite par le feu et le soufre par Dieu. J'avais vu un documentaire donc d'un archéologue qui s'étonnait parce qu'il avait trouvé un fragment de poterie qui était vraiment fondu dans la masse au niveau de l'argile avec séparation carbone, etc. Et je me suis intéressée à ça, je me suis dit tiens, à quoi c'est lié? Parce que bon, je n'allais pas me dire, oh, bah, tiens, oui ça y est, c'est vraiment dur. Enfin, moi je suis pas croyante, hein, donc voilà. Et en m'intéressant simplement à ça, en déroulant vraiment les chevaux de tout ça, je suis arrivée à des choses absolument incroyables. Et je suis arrivée à Derinkuyu, et je suis arrivée à des problèmes qu'il y a eu en Mésopotamie. Donc je suis arrivée à la littérature védique qui va donner les mêmes éléments. Et tous ces éléments vont se produire à la même période, aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ. Je me suis dit, c'est quoi? C'est une coïncidence ça? Non, ça m'a paru complètement aberrant, quoi. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et voilà, donc, bon, j'étais pas la première à parler d'une guerre atomique, mais je me suis dit, une guerre atomique, ça marchait pas trop, parce que bon, on n'a pas retrouvé vraiment dans le sol des particules radioactives et des choses comme ça.